Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette 8e chronique sur l'intelligence collective. Que vous ai-je dit ces derniers jours? Que l'intelligence collective n'était pas de l'animation de réunion ou de la facilitation, qu'il fallait un but commun au groupe pour qu'elle émerge, et avant cela encore que la volonté de coopérer était intrinsèquement présente dans le vivant et dans nos cerveaux d'humains. Un dernier tour par la théorie des jeux nous le montrera. Le jeu du bien public propose à des joueurs, à partir d'une dotation initiale, de contribuer à une cagnotte commune, appelée bien public, ou de conserver par-devers eux leur dotation, qui dans ce cas vaudra double. En d'autres termes, pour chaque euro que vous garderez, je vous en donnerai 2, et pour chaque euro mis dans la cagnotte commune, je vous donnerai 1 euro. Que feriez-vous? Garder tous ces jetons semble évidemment les meilleures stratégies à adopter, et ce comportement est qualifié de passager clandestin par les chercheurs. C'est celui qui garde tout en attendant des autres qu'il contribue à la cagnotte. Pourtant, les observations expérimentales montrent que les joueurs contribuent à cette cagnotte entre 40 à 60% de leur dotation initiale. Pour les chercheurs, cela traduit la volonté de coopération des individus, de l'altruisme et un pari sur l'altruisme des autres joueurs. On peut aussi dire que la satisfaction des joueurs est maximisée par celle des autres joueurs. Les motivations sociales apparaissent ainsi dans d'autres jeux, jeu du voyageur, jeu de l'ultimatum, jeu de la confiance, où l'on observe empiriquement que chaque joueur ne se comporte pas de manière purement égoïste, mais selon une satisfaction qui combine la sienne propre et celle des autres joueurs. Ainsi, la rationalité pure du jeu, qui est de maximiser son gain, s'efface en réalité devant la rationalité du joueur qui, elle, inclut la situation des autres joueurs. Les neurosciences montrent par ailleurs que les comportements de coopération entre humains activent le striatum, une zone du cerveau associée au plaisir. Du côté de la psychologie sociale, il a d'ailleurs été prouvé que tout groupe finit par produire sa norme, un résultat propre et inédit issu du travail du groupe. Dans une expérience menée par Muzafer Serif, les participants étaient amenés à estimer des longueurs individuellement puis collectivement. En collectif, les valeurs convergent vers une norme qui n'est pas la moyenne des estimations individuelles, mais une valeur nouvelle propre à chaque groupe. Ce résultat collectif, parfois conçu sous l'influence d'un leader, est ensuite tellement intériorisé que chaque individu continue à y adhérer, même si le leader tente d'en changer. La psychologie sociale ne dit rien de la qualité du résultat ou du processus pour y arriver. En revanche, elle démontre que tout groupe produit une ligne de conduite librement consentie, émergeant de la dynamique propre à chaque groupe, en dehors de toute obligation externe. À vous de choisir quelle norme de groupe vous souhaitez encourager dans vos équipes de travail. Une norme de bienveillance, d'écoute et de coopération ou une norme de compétition ?